Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français en direct de Beijing. Voici les titres de l'actualité. Fin de la session annuelle de la CCPPC, la Chine continuera ses efforts en vue de bâtir une société de moyenne aisance. À l'issue de cette session, le gouvernement chinois a annoncé qu'il préparait une grande réforme du secteur des taxis. Le gouvernement turc accuse les rebelles du PKK d'être à l'origine de l'attentat à la voiture piégée qui a tué au moins 35 civils dimanche soir à Ankara. La chancelière allemande Angela Merkel a annoncé sa volonté de continuer à tenter de résoudre la crise des réfugiés malgré le revers essuyé par son parti. Et un groupe de généraux dissidents de l'armée sud-soudanaise de retour à Juba pour tenter de trouver un terrain d'entente avec le gouvernement. Le plus haut organe consultatif politique chinois a terminé sa session annuelle ce lundi. Le président du comité national de la CCPPC, Yu Jiancheng, a promis de continuer les efforts pour construire une société de moyenne aisance. On l'écoute. Nous devons donner des conseils et soutenir le développement durant la période du 13e plan quinquennal en faisant notre tâche principale. Nous mettrons en place les 5 concepts de développement qui sont l'innovation, la coordination, le durable, l'ouverture et le partage, en se concentrant sur les sujets liés au développement économique et social, en approfondissant la réforme et en renforçant l'innovation. Plus de 5300 propositions ont été soumises par les conseillers politiques. Plus de 40% d'entre elles concernent des sujets économiques comme la réforme structurelle du côté de l'offre, l'objectif de lutte contre la pauvreté, ainsi que l'innovation et l'entrepreneuriat. Les délégués ont appelé à plus de baisses fiscales pour les sociétés, à l'amélioration de la qualité des produits et des services et au développement de l'e-commerce rural. Chaque année depuis 2001, des Chinois d'outre-mer sont invités à assister à la session de la CCPPC. Et cette année, 38 membres d'outre-mer venus de 25 pays ont formulé leurs propositions. Chen Chaoxi est l'un d'entre eux. Il vit en France depuis 37 ans et c'est la première fois qu'il participe à la session annuelle. Écoutons-le. Je suis le président d'une association de Chinois d'outre-mer. Il n'y aura bientôt plus personne pour prendre la relève, car les futures générations sont beaucoup trop ancrées dans la culture du pays où ils sont nés. Ils ne parlent pas le mandarin et ne comprennent pas nos efforts, car ceux de ma génération ont quitté leur pays natal à l'âge adulte. Nous portons toujours une affection à notre mère patrie, mais ce n'est pas tout à fait le cas pour les jeunes générations nées à l'étranger. Les centres de formation à la langue chinoise en France sont déjà nombreux, mais ils proposent pour la plupart des formations de base initiées, pas des associations. Si les départements compétents du gouvernement chinois pouvaient organiser toutes ces ressources et en faire un enseignement d'envergure, les descendants des Chinois d'outre-mer pourraient apprendre de façon systématique la langue chinoise et la culture chinoise dans tous ses aspects, l'histoire, les mœurs et les coutumes. Ils apprendraient aussi beaucoup de choses, n'oublieraient pas la Chine et transmettraient à leur tour la culture chinoise. Le ministre chinois des Transports, Yang Chuatang, et d'autres responsables se sont exprimés devant les médias concernant la réforme et le développement de l'industrie chinoise des taxis. L'un des sujets les plus chauds a été le développement des compagnies de taxis privées. Cela a rendu les trajets plus faciles, mais cela a aussi créé de nouveaux problèmes. La popularité grandissante des applications pour smartphone d'appel de taxi a ajouté aux difficultés que rencontrent les chauffeurs de taxi dans de nombreuses grandes villes. Les autorités disent qu'elles préparent de nouvelles régulations. Elles disent que 2 principes majeurs régissent la réforme de ce secteur. D'abord, l'amélioration des services fournis par les taxis traditionnels et une meilleure prise en compte des besoins du public. Dans les années 90, les taxis se sont développés très rapidement et ont joué un rôle positif dans la résolution des problèmes de circulation. Ceci doit être noté. Toutefois, de nouveaux problèmes sont apparus avec le temps. Dans certaines villes, il est difficile de trouver des taxis et le service proposé n'est pas satisfaisant.
ce qui rend la réforme urgente et nécessaire. Deuxièmement, nous encourageons l'innovation et la régulation dans le développement des compagnies de taxis privées. Elles fournissent une nouvelle expérience de déplacement, tout en causant un conflit d'intérêts entre les taxis traditionnels et les taxis privés. Des problèmes comme la sécurité et la concurrence non faussée doivent être résolus. La Chine continue de mettre en avant les réformes et les changements structurels impliquant l'économie, selon les responsables de la Commission nationale pour le développement et la réforme. Les projets d'investissement du gouvernement qui s'étendent à 11 secteurs ont totalisé plus de 5 000 milliards de yuan en janvier. C'est une hausse de 253 milliards de yuan depuis la fin de l'année dernière. La plus importante destination de l'investissement reste l'infrastructure. En janvier, il y a eu 52 projets totalisant 1,6 milliard de yuan, impliquant la technologie d'information, le réseau électrique, le pétrole, le gaz et Internet. Zhao Qianxin a également déclaré que le gouvernement développait des zones d'essai pour un nouveau schéma des prix de l'électricité pour 18 réseaux provinciaux et un régional. Cela marque une accélération complète dans la réforme des prix de l'électricité de la Chine. Autre secteur qui connaît du changement, l'acier. L'industrie est en proie à la surcapacité et Zhao Qianxin dit que le gouvernement suivra les principes de marché et laissera l'offre peu à peu satisfaire la demande à long terme. La Chine utilisera les 3 à 5 prochaines années pour retirer 500 millions de tonnes de surcapacité de production d'acier et restructurer encore 500 millions de tonnes de capacité de production. Le porte-parole ajoute que les investissements en actifs immobilisés sont restés à 34 milliards de yuan en février et que la majorité de ce financement est allée vers les secteurs à développement rapide comme la conservation de l'eau, l'énergie propre et la haute technologie. L'administrateur des actifs d'État a déclaré que les entreprises publiques chinoises se préparaient à d'importantes réformes. Reportage. Nous allons promouvoir les réformes des structures d'entreprise et d'actionnariat des entreprises publiques. Actuellement, certaines entreprises n'ont pas le statut de société car elles ne sont pas enregistrées conformément à la réglementation. Dans ce cas, nous allons diversifier la structure de l'entreprise et promouvoir activement le développement économique avec un actionnariat mixte. Nous allons avancer au niveau de l'ajustement et de la restructuration des entreprises publiques placées sous la tutelle du gouvernement central dans le but d'optimiser l'organisation de l'industrie. L'an dernier, nous avons réorganisé 2 entreprises publiques centrales et cela a bien marché. Cette année, nous allons fournir plus d'efforts. Et d'ajouter que la Chine doit restructurer 106 entreprises publiques dirigées par le gouvernement central, afin de les rendre plus compétitives et plus efficaces. Xiao Yaqing indique que la Chine ne permettra pas une nouvelle vague de licenciements telle que celle qu'elle a connue dans les années 90, lors de réformes similaires pour revitaliser les entreprises publiques inefficaces. Les dirigeants précisent qu'au cours des 5 prochaines années, les réformes se concentreront sur les fusions et acquisitions et sur la canalisation de l'investissement privé dans les secteurs publics. Les économistes expliquent que de nombreuses entreprises publiques disposent de ressources suffisantes pour opérer une transition peu douloureuse. La création du commandement de théâtre chinois pour organiser des capacités opérationnelles conjointes a permis de faire connaître le plan général de la réforme militaire. Que signifie-t-il pour les forces armées et les intérêts nationaux? Jusqu'à quelle distance des côtes chinoises ces centres de commandement sont-ils valides? Et que reste-t-il à faire par l'armée populaire de libération? Réponse en images. Aligner les structures de commandement et garantir les capacités. L'APL remplace les 7 commandements régionaux par 5 commandements de théâtre. Ceci afin de rendre l'armée plus efficace en cas de conflit. La dernière réforme a séparé les commandements militaires lors de la victoire d'une guerre de l'administration. Cela sera utile pour les commandements de théâtre de ne se concentrer que sur l'étude et la préparation des activités militaires. Selon Xiao Liang, ces commandements de théâtre ou commandements de zone de bataille, auparavant établis seulement en temps de guerre, vont permettre une coordination plus fluide entre les différentes branches de l'armée. Les commandements ne seront pas confinés à une zone géographique, mais prendront en charge les orientations stratégiques au-delà des frontières nationales. La réforme a réorganisé les niveaux de responsabilité, ce qui va conduire à des changements de pratique.
La réforme a drastiquement modifié le terreau de la corruption dans l'armée, qui était profondément implanté et entrelacé. Cela en raison du besoin interne de bâtir une armée moderne capable de gagner une guerre, ainsi qu'en raison du besoin de lutter plus efficacement contre la corruption. La réforme vise donc à gagner une guerre, mais pour de nombreux experts, cela ne vise aucune cible en particulier, car les menaces à la sécurité viennent de toutes les directions. Restructurer l'armée peut être comparé à l'ouverture de la cage pour changer les oiseaux. Mais la chose la plus importante pour l'armée est d'être ouverte au changement de pensée. Aussi longtemps que nous ne changeons pas les concepts, les réformes ne changeront que le format, mais n'apporteront pas de résultats. L'objectif est donc ambitieux et les défis nombreux. Plus de 1000 journalistes étrangers ont couvert les 2 sessions politiques de Beijing. En plus d'avoir interviewé des ministres chinois, les représentants des médias étrangers ont pu poser des questions lors de conférences de presse quotidiennes. Pour la presse internationale, ce fut l'occasion de mieux comprendre les politiques chinoises de réforme et de développement. De nombreux médias, en particulier les médias étrangers, ont posé des questions difficiles, mais les ministres n'ont pas tenté de les éviter, ils ont donné des réponses directes. Je pense que le canal des ministres fut une bonne initiative prise cette année. J'ai confiance dans le gouvernement chinois, il a les compétences pour mettre toutes les réformes en place. Je pense que la Chine peut trouver un nouvel élan de développement à travers les innovations dans le domaine de l'Internet par exemple. De nombreux experts chinois ont répondu aux États-Unis s'agissant des droits de l'homme. Cela fait suite à une récente publication des États-Unis, ensemble avec 11 autres pays, sur les inquiétudes qu'ils ont concernant la question des droits humains en Chine. Lors d'une conférence de presse hier lundi, plusieurs académiciens chinois ont vilipendé les États-Unis pour leurs récents propos qualifiés de critiques hypocrites de la Chine. Et ils ont critiqué Washington s'agissant du contrôle des armes et du problème racial. Il y a plus de 300 millions d'armes détenues par des particuliers aux États-Unis. Quasiment tout le monde a une arme. Il s'agit là de chiffres ahurissants. Chaque année, 30 000 personnes meurent dans des incidents liés aux armes aux États-Unis. Et le racisme est un problème depuis très longtemps dans la société américaine. 61% des citoyens américains pensent que les rapports raciaux sont dans leur pire phase depuis 2 décennies. Un autre expert déclare que l'établissement du Conseil onusien pour les droits de l'homme a aidé à améliorer la situation des droits de l'homme dans le monde, à l'exception des États-Unis. Le taux de mortalité maternelle a baissé de 45%, mais aux États-Unis, ce taux a augmenté de 136% entre 1990 et 2013. Et sur le plan de la santé médicale, il y a 33 millions de personnes non couvertes par une assurance. Chang indique que le système électoral américain est de plus en plus contrôlé par des groupes financés en fonction des intérêts des entreprises. Il a déclaré que chaque dollar que les entreprises américaines investissent dans une campagne politique va générer 760 $ de profits en retour. Donc nous pouvons voir que les États-Unis ont très peu progressé dans certains domaines sur les droits de l'homme. Un pays comme celui-ci n'a aucun droit de juger un autre. Les experts ont également critiqué la crise des réfugiés en Europe liée à l'implication militaire des États-Unis au Moyen-Orient. Merci de nous retrouver pour cette deuxième partie de cette édition dédiée à l'actualité internationale. Le gouvernement turc a accusé les rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, d'être à l'origine de l'attentat suicide à la voiture piégée qui a tué au moins 35 civils dimanche soir à Ankara, marquant une nouvelle escalade dans le conflit kurde. Malgré l'absence de toute revendication immédiate, le Premier ministre islamo-conservateur Ahmed Davutoglu a assuré lundi, sans surprise, que les enquêteurs disposaient d'éléments très sérieux, quasi sûrs, impliquant l'organisation terroriste séparatiste, la désignation habituelle du PKK. Ce nouveau coup, porté en plein cœur de sa capitale, le deuxième en moins d'un mois, embarrasse le régime du président Recep Tayyip Erdogan. Son parti avait remporté les législatives du 1er novembre en promettant l'éradication de la rébellion kurde et en se posant en rempart contre le chaos. 11 personnes ont déjà été arrêtées en lien direct avec l'attentat. Selon les médias, 4 à 6 d'entre elles ont été interpellées dans la ville de Sanliurfa, où a été acheté le véhicule piégé qui a explosé dimanche soir contre un autobus sur la très fréquentée place Kizilay. Selon les autorités, l'attaque a fait au moins 35 victimes et plus de 120 blessés.
La Turquie occupe aujourd'hui un rôle clé dans la crise des réfugiés syriens, une crise qui affecte la majeure partie de l'Europe. Ce pays qui accueille un peu moins de 3 millions de réfugiés subit une pression qui peut être ressentie dans la plupart des villes. Reportage dans la ville de Kilis. 5 ans après le début de la guerre, on compte 2 700 000 réfugiés en Turquie. Plus de la moitié d'entre eux sont des enfants, des chiffres qui illustrent l'importance du conflit puisqu'ils mettent en avant les souffrances endurées. La Turquie est la nation qui accueille le plus de réfugiés. La Syrie se trouve au sud de la ville frontalière de Kilis. Ici, la crise des réfugiés n'est pas qu'un titre dans un journal, elle est palpable. En effet, les Syriens sont aujourd'hui plus nombreux que la population locale. Le conflit s'est étendu jusqu'à Kilis et le nombre de réfugiés n'en est pas le seul élément visible. La sécurité est devenue problématique puisqu'en une semaine, 11 roquettes ont frappé la ville, tuant 2 personnes dont un enfant de 4 ans. L'une d'entre elles s'est abattue ici à proximité de l'hôpital public. Le gouvernement affirme que les projectiles ont été tirés depuis la Syrie. Cependant, avec l'amorce de l'arrêt des hostilités, le flux de réfugiés à la frontière de Kilis s'est ralenti. Le président turc Recep Tayyip Erdogan insiste sur le fait que son pays continuera à soutenir les réfugiés qui se présentent à la frontière. Nous avons ouvert nos portes aux victimes de Syrie et d'Irak car nous venons d'une civilisation de bonnes intentions. Nous n'avons pas demandé combien allaient venir. Ils sont aujourd'hui 3 millions. Notre politique d'ouverture doit permettre de continuer à accueillir les populations qui fuient les bombes coûte que coûte. Mais alors même que la Turquie et l'Union européenne négocient un potentiel accord sur les réfugiés et qu'Ankara demande davantage d'aide et un échange de migrants, le principal parti d'opposition du pays affirme que cette politique est contraire à la morale. Aujourd'hui, plus de 2,5 millions de migrants souhaitent quitter la Turquie pour atteindre l'Europe. Mais la vie humaine ne doit pas être négociée sur la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette charte indique que la vie des migrants ne doit pas être négociée. Alors que la guerre entre dans sa 6e année, les dirigeants continuent d'évoquer d'une part les différentes méthodes politiques permettant de mettre un terme au conflit et d'autre part l'éradication du flux migratoire depuis la Turquie jusqu'en Europe. Le défi est d'autant plus grand que l'espoir d'y arriver est mince. La chancelière allemande Angela Merkel a dit qu'elle continuerait à faire pression pour une solution européenne à la crise des réfugiés. Ceci en dépit des mauvais résultats de son parti dans 3 élections de Länder dimanche où l'on a assisté à une forte poussée d'un parti d'extrême droite anti-immigration. Malgré une nuit difficile pour les chrétiens démocrates allemands au pouvoir, peu nombreux étaient ceux qui s'attendaient à un revirement de la politique. Et en effet, aucun revirement n'est intervenu. Je suis pleinement convaincu que nous avons besoin d'une solution européenne et que cette solution nécessite du temps. Le nombre de réfugiés qui viennent chez nous s'est significativement réduit. Par certains aspects, le vote de protestation contre l'approche du gouvernement est historique. Les résultats de ces élections dans 3 Länder représentent le plus gros succès pour la droite populiste ici depuis la chute de l'Allemagne nazie à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le parti anti-immigration Alternative pour l'Allemagne est à présent en position de force. Nous devons accepter le fait que le conte de fées des migrants bien éduqués qui viennent en Allemagne n'est pas véridique. Mais ici, en Sachsen-Anhalt, comme dans d'autres Länder, les partis établis sont dédaigneux et préparent le terrain pour regagner les votes. Nous ne voulons aucune coopération avec le parti Alternative pour l'Allemagne. Ce n'est pas la question de comment nous pouvons nous entendre avec le parti. Nous devons parler aux gens qui ont voté pour lui. Une majorité de la population pourrait avoir perdu confiance dans le plan pour les réfugiés de la chancelière. Mais certains pensent qu'il y a encore du temps. Au niveau fédéral, il y a peu de changements. Il y avait des critiques avant, il y en aura après. Mais beaucoup dépendra de sa réussite à créer une solution européenne pour cette question. Elle dépend de ses partenaires dans l'Union européenne et de la Turquie. Cependant, les électeurs pourraient avoir resserré la date limite pour une avancée. Dans un peu plus de 18 mois, l'Allemagne organisera ses élections fédérales. Et après ce résultat, les hommes et les femmes politiques ne doutent pas de l'humeur de la population.
À Berlin, la chancelière soutient que seule une solution à l'échelle de l'Europe fera baisser les inquiétudes publiques. Mais sur le terrain, dans des villes comme celle-ci, certains à l'intérieur de son parti commencent à exprimer plus ouvertement leur désaccord. Un groupe de généraux de l'armée sud-soudanaise qui avait abandonné en 2015 le groupe d'opposition mené par Riek Machar sont revenus à la capitale, Djouba, après des mois de négociations avec le gouvernement. Le groupe qui combattait à la fois le gouvernement et le groupe d'opposition mené par Riek Machar a demandé au gouvernement du Soudan du Sud de négocier avec les factions en lutte dans différentes parties du pays, ceci afin de ramener la paix dans le pays. Le conflit au Soudan du Sud, qui a débuté en 2013, continue malgré le traité de paix signé l'année dernière. Les combats ont débuté en raison de différends politiques existant entre Riek Machar et Salva Kiir, sur lesquels se sont rajoutées des divisions au sein de l'armée. Mais alors que les pourparlers ont débuté dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba, certains généraux de l'armée ont fait défection du groupe mené par Riek Machar, dont la vision était de chasser Salva Kiir du pouvoir. Depuis lors, la faction de Riek Machar a connu plusieurs défections, et l'un de ces groupes vient tout juste de retourner dans la capitale Djouba. Le gouvernement du Soudan du Sud a annoncé qu'il souhaitait conclure un accord avec ses généraux afin de ramener la paix dans le pays. Cela fait partie de la position du gouvernement de tenter de discuter avec tous ces groupes dissidents. Il veut négocier avec eux et ramener la paix au Soudan du Sud et faire taire les armes. Le général de l'un de ces groupes dissidents de l'opposition, qui avait déclaré précédemment se sentir négligé dans ses pourparlers, a déclaré qu'il cautionnait la volonté du gouvernement et de l'opposition d'inclure toutes les parties dans les pourparlers de paix. Le compromis qui a été signé à Addis Abeba a ignoré de nombreux groupes combattants, dont nous faisons partie. Certains se sont réfugiés en Équatoria occidentale et combattent à Bahr el-Ghazal. En Équatoria occidentale, ils continuent de combattre. Nous souhaitons que toutes ces personnes se rejoignent pour assurer la paix dans le pays. Les espoirs sont élevés à Djouba alors que les différents groupes arrivent dans la capitale. Les projecteurs sont braqués à présent sur Riek Machar et ses forces qui en retour devraient conduire la formation d'un gouvernement d'unité qui pourra peut-être mettre fin au conflit. Et ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans une trentaine de minutes pour l'Afrique Info. Excellente suite de programme.